Salut! Alors on est là pour quoi? On est là pour finir la série de vidéos sur ce que j'ai lu depuis début 2019. Là, vous avez un petit sneak peek de ce que j'ai lu en 2020. Ah, il n'y a vraiment rien du tout de ce que j'ai lu. C'est ce que j'ai lu en février, ça surtout, mais il n'y a pas janvier. Mais bref, ça viendra plus tard. Évidemment, j'ai rien préparé, parce que les tatouages sont notre histoire de Héloïse Gay de Bélissen. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de Héloïse Gay de Bélissen. J'avais lu le roman de Boda et Les enfants de cœur de l'Amérique. À chaque fois, ce sont des récits qui parlent pourtant de violence et qui m'avaient énormément touchée. Je trouve que l'autrice met toujours énormément d'émotion dans son écriture. Et donc là, parce que les tatouages sont notre histoire, c'est un livre de témoignages de tatoués et de tatoueurs aussi, je crois. Vous pouvez penser comme ça que c'est inintéressant et qu'il n'y a pas grand-chose à raconter. Mais finalement, à travers ces histoires, il y a beaucoup plus que du tatouage. Alors oui, l'autrice nous parle de l'histoire du tatouage, etc. Mais on apprend aussi de quelle manière est-ce que parfois le fait de se faire tatouer peut aider à guérir une blessure, peut aider à grandir, peut aider à avancer, comment ça peut être des souvenirs, des anecdotes, des regrets aussi, comment ça peut amener du partage, etc. Et donc du coup cet essai c'est vraiment beaucoup plus que juste le tatouage. Je l'ai trouvé très touchant, très intime, et il va plaire autant aux gens qui n'aiment pas le tatouage qu'à ceux qui aiment ça. Parce que, comme je viens de le dire, c'est beaucoup plus, c'est des tranches de vie, en fait. À partir du tatouage, avec pour trame de fond le tatouage, mais des tranches de vie parfois très belles et très émouvantes. Et pour la petite anecdote, Héloïse Gay de Bélissen, je la connais. Je travaillais avec elle quand elle écrivait le roman de Boda. Et mon tatou, j'essaie de vous le montrer, mon tatou, en fait, c'est son mari, tatoueur, qui me l'a tatoué. Voilà, donc c'est aussi pour ça que moi, ce livre, bah évidemment, il a une petite... j'ai une petite tendresse particulière du coup pour ce livre, parce que voilà, ça me rappelle tout ça, où il y a aussi une jolie anecdote par rapport à mon tatouage et à Héloïse et Yann, donc voilà. Voyage en Europe de François Reinhardt. Eh bien écoutez, c'est une histoire de l'Europe. Je sais pas trop comment le dire autrement. Je sais plus exactement quand ça commence, mais je crois vraiment l'Antiquité. C'est une histoire chronologique. Donc on suit tout ce qui se passe en Europe à une certaine date. C'est pas par région, par pays. Ça, j'aime beaucoup. Donc, on sait autant ce qui se passe en Russie à l'Antiquité que en Grèce à l'Antiquité, quoi. Et ça, je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, François Reinhardt a aussi écrit une grande histoire du monde qui, j'ai très envie de la lire parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai souvent eu du mal à trouver des histoires chronologiques. Mais qu'est-ce qui se passe sur le continent américain au moment où nous, c'est Louis XIV et la cour de Louis XIV à Versailles, quoi. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Quand c'est les cow-boys sur le continent américain, qu'est-ce que c'est en Russie à ce moment-là? Pendant longtemps, j'avais cherché des histoires chronologiques, je n'avais pas trouvé. Et donc là, j'avais trouvé cette histoire sur l'Europe, donc je l'ai lu, ça m'a énormément intéressé. Et j'aimerais lire la grande histoire du monde. Je sais pas tellement quoi vous dire de plus sur ce livre. Il est quand même assez... Enfin, il faut être motivé quand même pour le lire, parce que c'est quand même dense. C'est très bien documenté, c'est bien écrit. Alors moi, je l'ai lu d'une traite. Vous n'êtes pas obligé de le lire d'une traite. Vous pouvez... ça peut être votre livre que vous picorez de temps en temps. Mais en tout cas, si l'histoire vous intéresse, je vous le conseille. Il est vraiment bien. Et après, moi, c'est le genre de livre... J'avais déjà lu Nos ancêtres les Gaulois de cet auteur, qui était donc principalement sur l'histoire de France. Et en fait, en gros, c'est le genre de livre que je lis, que j'adore, mais une fois que je le referme, j'oublie la moitié des éléments, et donc il faut que je recommence, quoi. Il faut que j'en lise un autre. Mais vraiment, très intéressant. Pour l'amour des livres de Michel Lebris, c'est un essai dans lequel l'auteur va nous raconter comment est-ce qu'il en est venu à aimer la lecture et comment dans sa vie la littérature l'a toujours accompagné. C'est un essai vraiment intéressant sur la portée de la littérature, le pouvoir de la poésie, le pouvoir des mots. Si vous aimez la littérature, je pense que si vous êtes sur YouTube en train de regarder des vidéos de livres, c'est que vous aimez la littérature. Je vous le conseille parce que c'est vraiment très beau. Après, j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus, quoi. Un ode à la littérature.
Svetlana, la fille de Staline de Claude Catherine Kiechman. C'est une biographie de Svetlana, la fille de Staline, comme le titre l'indique. J'ai apprécié ma lecture, je l'ai trouvée intéressante, mais je l'ai quand même trouvée un peu superficielle. Au final, on se sert de Svetlana pour décrire le régime russe et décrire la politique de Staline, essayer de voir un peu l'envers du décor, ce qui est très intéressant. J'ai apprécié de découvrir Staline sous un autre regard et j'ai appris des choses sur lui. Mais par rapport à Svetlana, j'ai trouvé l'ensemble un peu léger. Alors, c'était de toute façon une fille assez secrète, puisque de par son père, elle n'avait pas beaucoup le droit déjà de vivre, de sortir de chez elle et de raconter ce qu'elle faisait, même si elle s'est enfuie aux États-Unis et là on a eu plus d'infos, elle a fait des interviews, des témoignages, etc. Et ses descendants ont parlé pour elle aussi, mais quand même le livre reste assez léger par rapport à elle, sa personnalité, on n'apprend pas énormément de choses, mais je l'ai trouvé instructif et intéressant sur le régime de Staline. Et puis voilà, je me répète en fait, vous avez compris, c'était intéressant mais un peu léger. Chez les Yan de Lan Yan. Lan Yan est une femme d'affaires chinoise. Elle va raconter dans ce livre son histoire et l'histoire de sa famille sur 3 générations. Son grand-père était un des interprètes de Mao Zedong et elle va nous raconter comment il a grandi dans la campagne, ce que c'était d'être un paysan chinois il y a 3 générations et ensuite comment c'était d'être un peu dans les petits papiers du pouvoir. Comment tout ça a basculé à la mort de Mao. On va apprendre des choses sur la révolution culturelle, comme Mao l'appelait. On apprend énormément de choses sur le régime chinois, sur ce que c'est de vivre en Chine sous ce régime et dans le passé et aussi aujourd'hui. J'ai trouvé la partie, donc la 3e partie sur le présent de l'autrice un peu moins intéressante. J'ai envie de dire peut-être que sur son présent, elle a eu envie d'être assez discrète parce que on ne sait jamais quelles répercussions il peut y avoir quand on dit des choses sur le régime. Et elle a vu ce qu'il y a pu y avoir comme répression sur son grand-père et sur pas mal de proches à elle. Donc je pense qu'elle est prudente. Déjà quand même, quand elle parle de son passé, du passé de sa famille, je trouve qu'elle dénonce quand même beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas si elle a été courageuse sur ce coup-là ou pas, mais en tout cas, j'ai trouvé ce livre, c'est une mine d'informations, c'est bien écrit. Chaque début de chapitre commence par un extrait de texte ou un extrait de poésie chinoise. Ça m'a donné très envie de lire plus de littérature chinoise. Si vous avez envie de comprendre plus ce régime, de comprendre un peu plus le fonctionnement de ce pays, je vous le conseille fortement. En plus, l'histoire de la famille est captivante, il y a plein de rebondissements, vraiment, j'ai adoré cette autobiographie. Alexandra David-Néel, exploratrice et féministe de Laure Dominique Agnel. Alexandra David-Néel est une exploratrice du XXe siècle. C'est la première femme européenne à être entrée dans Lhasa à l'époque où la ville était interdite aux étrangers et surtout interdite aux femmes et elle s'est déguisée en mendiant pour pouvoir pénétrer dans la ville. Donc elle est surtout connue pour ça, mais en fait en lisant cette biographie, j'ai découvert que cette femme était, en plus d'être courageuse, indépendante, avant-gardiste, elle a aussi été très importante dans l'histoire du XXe siècle, beaucoup plus que ce que je ne pensais. Elle a permis beaucoup de découvertes, beaucoup d'avancées sur les connaissances qu'on avait de l'Asie à cette époque. Elle était mariée, mais en fait, elle n'a quasiment jamais vécu avec son mari. En gros, ils se sont mariés et elle lui a dit « Bah, moi je me casse en Asie. Allez, un jour elle lui dit « Je pars 6 mois. » En fait, elle revient 10 ans plus tard. Mais cette femme, toute sa vie, ça n'a été que des rebondissements, que des difficultés pour pouvoir vivre ses rêves. Moi, elle m'inspire énormément. Elle a vécu dans la montagne, dans une misère, pas vraiment une misère, parce que elle vivait chichement, en fait, avec vraiment pas grand-chose au fond de la montagne. Elle méditait, elle n'avait pas besoin de grand-chose, seulement elle écrivait.
et elle vivait là et elle était heureuse comme ça. Et enfin ouais, cette femme, c'est une très belle leçon de vie. Je le redis, elle m'inspire énormément. Continuer de parler de ce genre de femme, je trouve ça très important. Amour solitaire, les 2 tomes de Morgane Hortin. Morgane Hortin, ça fait quelques années qu'elle recueille des textos d'amoureux qu'on lui envoie ou de rupture. Alors maintenant, elle fait aussi des textos d'amitié et je crois qu'elle a aussi un compte où elle fait les textos de famille, je crois. Entre parents-enfants, je crois. Mais en tout cas, avec les textos d'amour qu'elle a recueillis, qu'on lui a envoyés, elle a décidé de faire un livre. Et en fait, elle combine les textos donc de différentes personnes et elle arrive à en faire une histoire. En fait, si vous ne le savez pas, que ce sont des vrais textos envoyés par des personnes différentes, vous ne vous en rendez pas compte. Elle a vraiment réussi à mettre un lien entre tout. Et en fait, on se rend compte en lisant, quand on sait que ce sont des vraies personnes qui ont écrit ces textos, on se rend compte que la poésie, sous de nouvelles formes, est présente partout et qu'en fait, dans nos messages de tous les jours, on s'en écrit de la poésie. Et moi, ça m'a énormément touchée. En plus, l'histoire d'amour que Morgane Hortin réécrit avec ces textos est magnifiquement belle. Alors ça va vous parler et vous toucher différemment suivant les moments de votre vie. Moi par exemple le tome 1, la rencontre, le début de l'amour, etc. Ça m'a beaucoup plus touché que le tome 2. Mais voilà, ça va parler différemment à tout le monde. Parce que forcément, ça nous ramène à des histoires d'amour que nous on a connues, à des personnes qui peuvent parfois nous manquer, à des étapes de notre vie. Moi, ce livre, il m'a bouleversée. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup été émue, transportée. Vraiment, j'ai adoré. Arte a adapté le tome 1 en série courte sur... on peut la trouver sur YouTube. C'est des petits épisodes de 5 minutes. J'ai vraiment adoré l'adaptation série que je vous conseille fortement. Très émouvante aussi. Et puis... ça remet dans un autre contexte, il y a des éléments en plus par rapport au texto. Ouais, je sais pas, ce livre, il m'a bouleversée. Et puis c'est intéressant à lire, j'avais jamais lu ça, c'est original, c'est beau, c'est poétique. J'adore. Sœur 10, La malédiction du royaume englouti de M.T. Anderson et Joe Ryu. Je suis désolée, tout ce qui est roman graphique, je les ai pas, donc je peux pas vous montrer les images. Et c'est dommage parce que souvent les dessins sont vraiment très beaux. Là, Sœur 10, ça va parler de 2 sœurs qui sont très différentes. Il y en a une, en fait, je reprends, c'était pas clair. Elles sont très soudées quand elles sont petites et puis leur mère, qui protège le royaume par la magie, va soudainement mourir et elles vont petit à petit s'éloigner. Il y en a une qui va rester très proche de la nature et l'autre va juste aimer les fastes de la cour, la richesse, les banquets, les bals. Elles ne se parlent quasiment plus et en fait la mère faisait quelque chose donc de magique pour protéger le royaume et il y a une des 2 sœurs qui va prendre le relais de la mère sans que l'autre le sache. Et donc il y a beaucoup de secrets, ça finit pas bien. C'est une adaptation d'une légende bretonne, une légende qui est un peu cruelle, mais du coup la BD a cette ambiance cruelle et féerique. Alors c'est assez violent, donc je ne le mettrai pas entre toutes les mains. Et même moi en fait je sais pas trop quoi en penser. J'ai beaucoup aimé, mais je sais pas trop. J'ai aimé, mais j'ai un espèce de sentiment de gêne à cause de la cruauté et de la noirceur du livre. En tout cas, c'est un livre qui ne vous laisse pas indifférent. Écoutez, le mieux, ce serait que vous le lisiez, et comme ça, après, vous me dites ce que vous en avez pensé. Ce serait le mieux. Anaïs Nin sur la mer des mensonges de Léonie Bischoff. Encore un roman graphique dont je ne sais quoi penser. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre au niveau des dessins, mais... Et la narration m'a un peu laissée sur ma faim. Oui, c'était intéressant de découvrir un peu Anaïs Nin. Je ne connaissais pas sa personnalité. Je trouve que des trigger warnings auraient été nécessaires sur la 4e de couverture. Et ouais, je suis perplexe. Est-ce que je dis que j'ai beaucoup aimé parce que toute la bookosphère adore cette BD?
Et du coup, je me dis, ouais, si j'ai adoré pour faire comme tout le monde. Et qu'en vrai, j'ai pas du tout aimé. Franchement, je me pose la question, je sais pas. Mais en fait, les dessins sont tellement beaux qu'en vrai, tu peux que aimer. Parce que les dessins sont magnifiques. Mais c'est pas un artbook, c'est un roman graphique. Alors si j'aime pas le récit, est-ce que je peux dire que j'ai aimé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui. Intéressant, original, instructif un peu. Puis ça permet de découvrir une autrice qu'on ne connaît pas. Je sais que du coup ça a donné envie à énormément de monde de découvrir les récits d'Anaïs Nin. Et ça, je trouve ça génial. Mais la BD en elle-même, je suis un peu perplexe. Ces jours qui disparaissent de Timothée le Boucher, je sais qu'on a beaucoup entendu parler de cette bande dessinée. Et c'est justifié. Un jeune homme se réveille tous les matins et il se rend compte qu'il ne se souvient pas de la journée de la veille. Donc je dis tous les matins parce que c'est tous les matins pour lui. Parce que lui, la journée de la veille, elle n'a pas existé. Mais ses proches commencent à lui dire non, mais hier, t'avais une autre personnalité, t'étais pas toi, je t'ai pas reconnu, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi t'as fait ça? Et donc, petit à petit, en fait, il comprend qu'un jour sur deux, quelqu'un d'autre prend possession de son corps. Est-ce que c'est magique? Est-ce que c'est un trouble du comportement? Je vous donne pas la réponse. Mais en tout cas, cette bande dessinée est vraiment très intéressante. C'est bien écrit. Le dessin est beau. C'est une bande dessinée inclusive où on prône la différence. Ça n'a rien à voir avec le récit, mais je trouve ça important de le souligner. Cette BD m'a emporté, m'a retourné, m'a fait réfléchir comme rarement une bande dessinée l'a fait. J'ai fermé la dernière page, j'ai tourné la dernière page, j'étais comme vidée tellement j'avais ressenti de choses. Et là d'un coup, ce torrent d'émotions s'arrêtait et j'étais sur la rive et je savais plus quoi faire. Et je trouve que ça change votre regard sur le monde. Voilà, vous réfléchissez sur l'importance des relations, sur l'importance de vivre le moment. Puis elle est bouleversante parce que on s'attache à ce personnage et on le voit évoluer, on le voit disparaître petit à petit et on comprend pas et c'est déchirant, c'est bouleversant, c'est un crève-cœur, mais en même temps c'est tellement beau. Donc ce n'est pas à lire si vous êtes dans une période un peu sombre et où vous êtes très triste. Mais par contre, vraiment, c'est à lire. C'est un chef-d'œuvre. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu quelque chose comme ça en roman graphique. Je vous le conseille à 1000%. Victor Hugo, non à la peine de mort de Muriel Zac. J'ai lu une version illustrée de ce récit. Il était sorti dans une petite collection jeunesse. Puis là, il y a eu une version illustrée. Donc j'ai lu ça. Victor Hugo a combattu toute sa vie la peine de mort. Il a notamment écrit Le dernier jour d'un condamné, que je vous conseille fortement, qui est bouleversant. Et puis c'est Victor Hugo. Si vous avez jamais lu Victor Hugo, que vous voulez lire un petit livre de lui pour commencer, vous pouvez commencer par Le dernier jour d'un condamné, même si c'est plutôt sous forme de monologue, théâtre, et que c'est pas vraiment représentatif de son style, mais ça bouleverse, ça fait énormément réfléchir, c'est très intéressant. Et donc Victor Hugo, depuis tout petit, en fait quand il était petit, il a vu un JB, il a vu une potence, et ça l'a énormément marqué, et depuis ça, il a toujours été contre la peine de mort, il a toujours lutté pour abolir la peine de mort. Cette petite bande dessinée raconte ça, mais je n'ai pas aimé les dessins, j'ai trouvé le texte bof, et surtout c'est à destination de la jeunesse, et moi j'ai trouvé ça très violent pour de la jeunesse. Ouais. Du coup je suis très perplexe sur cette bande dessinée. Voilà, mais je voulais vous en parler quand même. Ah oui, aussi, quelque chose qui me dérange, c'est qu'on ne sait pas si les informations de la bande dessinée sur la vie de Victor Hugo, etc., si c'est romancé ou si c'est véridique. Il n'y a pas de source, il n'y a rien. Et ça, moi, ça me dérange fortement. Moi, j'ai besoin de savoir si c'est inventé ou pas. Divine vie de Sarah Bernhardt, de Eddie Simon et Marie Avril. Sarah Bernhardt était une courtisane du 19e siècle qui a aussi été comédienne de théâtre. Elle a été chanteuse aussi, je crois. On a écrit des opéras pour elle et des pièces de théâtre à l'époque.
Elle est quand même, c'est une grande figure du 19e siècle qui est très connue, une grande figure féminine de l'époque. Elle a inspiré aussi de nombreux peintres, notamment Mucha, qui a beaucoup fait d'affiches pour ses spectacles. Et donc cette femme, on connaît ça d'elle, le côté courtisane, le côté comédienne, mais moi je savais peu d'autres choses sur elle. En fait, elle a été infirmière pendant la guerre, par exemple. Elle a toujours milité, aidé pour les plus pauvres. C'est une femme fragile, pleine de contradictions. J'ai découvert ça avec cette bande dessinée. Et les dessins de Marie Avril sont à couper le souffle. En plus du texte, Marie Avril met des messages dans ses dessins. On comprend énormément de choses dans les dessins qu'il n'y a pas dans le texte. Ça, j'avais jamais vu ça dans une bande dessinée. J'ai adoré, ça m'a vraiment marqué, bouleversé encore plus. Il y a des questions sur la sexualité, sur le genre, une plongée dans cette époque artistique et surtout, comme je l'ai dit, une découverte de cette grande figure qui maintenant me fascine encore plus. Les sentiments du prince Charles de Liv Strömquist. Liv Strömquist est sociologue et dans cette bande dessinée, elle va questionner la notion de couple. Elle explique comment l'éducation, la société façonne les hommes et les femmes à agir et à penser d'une certaine façon. Les femmes doivent être maternelles, les hommes doivent être virils, ne pas pleurer, ne pas parler de leurs sentiments. Les femmes doivent être fragiles, des choses comme ça. Et elle explique comment ça peut poser ensuite des problèmes dans les relations. Elle prend des exemples de la pop culture, le prince Charles et Diana, Whitney Houston et Bobby Brown. Elle prend des exemples comme ça de la pop culture où on se dit mais pourquoi ils étaient ensemble ces deux-là. Et voilà, et elle déconstruit, elle nous explique ça. Ça fait énormément réfléchir sur les relations, sur les échanges dans la société, parce qu'au final, tout ça, ça ne détermine pas que les relations amoureuses, aussi les relations entre parents, enfants, entre collègues, entre amis, entre hommes et femmes dans la vie de tous les jours. Cet essai m'a... Ouais, en fait, je considère que c'est pas un roman graphique, je considère que c'est un essai sociologique sur les relations humaines. Et vraiment, ça m'a énormément marqué. J'en parle très souvent dans mes conversations de tous les jours. Là, j'ai une amie qui a un problème de couple, et ben je lui conseille de lire Les Sentiments du Prince Charles parce que ça fait réfléchir, ça apporte un nouveau regard sur le monde, ça apporte énormément de réponses à certaines questions qu'on peut se poser et ça aide aussi à être plus bienveillant et à mieux accepter les autres, à mieux s'accepter soi. Et à comprendre aussi parfois d'où viennent nos échecs, d'où viennent nos peurs, d'où viennent nos réflexes, à mieux comprendre l'autre. Vraiment très très intéressant. La Horde du Contrevent, le deuxième tome de Eric et Nino d'après l'œuvre de Alain Damasio. Je ne sais plus si je vous avais parlé du 1, donc je vous montre le 2. J'aime bien cette BD. Alors je trouve que évidemment on ne retrouve pas c'est pas exactement le roman d'Alain Damasio. En même temps c'est compliqué de retranscrire le roman d'Alain Damasio, toute cette ambiance, toute la complexité des personnages, et puis le langage aussi, l'écriture d'Alain Damasio qui amène beaucoup de choses. Et puis la Horde du Contrevent, au final, c'est une image qu'on se fait soi-même, qui est, je pense, différente suivant toutes les personnes. Et c'est vrai que, bon, là, c'est sa vision à lui, c'est la vision d'Eric et Nino, qui n'est pas forcément la nôtre. Et puis, il y a des personnages qui manquent, il y a des complexités qui manquent, mais j'aime quand même beaucoup cette bande dessinée. Ouais, parce que quand même, l'univers de la Horde, peu importe l'image que vous en faites, il est trop cool. Et du coup, ouais, forcément, elle est bien. L'affaire Zola de Jean-Charles Chapuzet, Christophe Girard et Vincent Grave. Ce n'est pas une biographie complète de la vie de Zola, c'est centré principalement
sur son implication dans l'affaire Dreyfus. Donc dans ce roman graphique, en plus de découvrir un peu plus intimement la figure d'Émile Zola, vous découvrez aussi plus de choses sur l'affaire Dreyfus et donc le J'accuse d'Émile Zola notamment. Émile Zola est décédé d'une intoxication au monoxyde de carbone et il y a toujours cette question de savoir s'il a été assassiné ou pas, notamment par rapport à son implication dans l'affaire Dreyfus. Et donc j'ai trouvé ça intéressant d'en découvrir plus sur tout ça. J'aime beaucoup les biographies d'auteurs que j'aime parce que je trouve que leur vie, ce qu'ils ont vécu, aide parfois à avoir de nouvelles clés par rapport à leurs œuvres. Donc, mais c'est vrai que souvent j'ai un peu la flemme de me taper une grosse biographie d'auteur. Donc découvrir un peu plus leur vie avec des romans graphiques, j'adore, je trouve ça génial. Faites plus de romans graphiques sur les auteurs, je suis fan. Hernani de Victor Hugo. Je viens de lire le résumé sur Wikipédia. Et en vrai, je n'ai aucun souvenir de cette pièce de théâtre. Je me souviens pas l'avoir lue. Mais j'ai zéro souvenir de la trame. Donc je viens de voir, il y a une histoire d'amour tragique, des intrigues politiques, des intrigues familiales. Mais je me souviens pas. Vous allez me dire, mais pourquoi tu nous en parles? Ben, je sais pas. Mais vraiment, aucun souvenir. Alors, je sais que j'ai aimé, parce que de toute façon, j'aime la plume de Victor Hugo, et puis je l'ai écrit dans mon avis sur Livre Addict. Donc j'ai aimé cette pièce parce que la plume de Victor Hugo me touche toujours. Mais je me souviens pas du tout. Mais pas du tout de ce que j'ai lu. Donc je pense que je vais la mettre dans ma liste des choses à relire. Non? C'est trop bizarre. Et on va finir par la poésie. Alors j'ai relu Milk and Honey de Rupi Kaur. Je vous avais déjà parlé de ce recueil, je crois. Ça me touche énormément. Tous ces poèmes me touchent énormément. Et en fait, suivant les différents moments de ma vie, ça va me toucher différemment. Mais en tout cas, toujours quand je lis ce recueil, je me rappelle du pouvoir de ma féminité. Parfois, quand je suis un peu triste, quand il y a un mec qui me fait chier, je lis ça et je me dis, hé, je suis forte, je vais pas me laisser marcher sur les pieds, et je suis indépendante, et je me suffis, et il faut pas que je sois triste pour d'autres gens. J'ai une vie à vivre. Et voilà, ce recueil de poésie, cette poétesse, voilà, elle m'aide à me sentir bien et à réagir quand je suis au fond. Et rien que pour ça, ce recueil, c'est B quoi, c'est B, j'adore. J'arrête pas de me gratter le nez pendant que je vous parle, mais ça me gratte, c'est pas de ma faute. Et ensuite, un autre de mes poètes préférés, Pablo Neruda, 20 poèmes d'amour et une chanson désespérée. Je l'ai lu dans une version bilingue, et en espagnol c'est encore plus beau. Et voilà, c'est tout, c'est magnifique. J'aime beaucoup la façon dont Neruda décrit la nature et la féminité. C'est toujours une féminité très puissante et proche de la nature. Justement, il y a énormément de métaphores du corps féminin et de la nature liée. Je trouve ça vraiment très beau. C'est simple à lire, c'est pas obscur, c'est pas le genre de poème comme Rupi Kaur juste avant, où vous lisez un truc et vous dites mais j'ai rien capté. Non, non, justement. Là, c'est un peu, ça raconte des histoires en fait. Et du coup, c'est très agréable à lire. Et c'est si beau, c'est si beau. J'ai fini! J'ai fini. J'ai l'impression que la majorité des livres de cette vidéo, j'ai rien dit dessus. Donc, je vais voir au montage. Mais en tout cas, voilà. C'est bon, c'est fait. Je vous ai filmé tout ça. J'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve très bientôt pour parler d'autre chose. En attendant, prenez soin de vous.